Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter le travail qui a été fait dans le cadre de la thèse de Timothy Bell, qui travaille sur la prédiction de la réussite des étudiants dans le supérieur. Et dans ce cadre-là, on utilise des random forests et on a eu besoin de visualiser un petit peu le résultat pour pouvoir le restituer derrière aux responsables de formation de notre université. Donc rapidement, le modèle d'apprentissage qu'on utilise, c'est de l'apprentissage supervisé. On a donc un ensemble de données. Ici, j'ai des étoiles et des triangles. Pour chacun de ces ensembles, on a un ensemble de caractéristiques qui permettent de les représenter. La dernière des caractéristiques, c'est ce qu'on veut apprendre. Donc dans notre cas, c'est soit l'étoile, soit le triangle. On va commencer par séparer en deux ce jeu de données. Une grosse partie majoritaire pour pouvoir créer le modèle et une plus petite partie pour pouvoir tester si le modèle est efficace ou pas. Donc on va créer le modèle qui est souvent une espèce de boîte noire, c'est pour ça qu'on a besoin de ce genre de représentation, d'atelier pour pouvoir expliquer les choses. Donc on va créer le modèle. Une fois qu'il est créé, on va utiliser les données de test pour lesquelles on sait si ce sont des triangles ou des étoiles. On les met dans le modèle, on voit ce que le modèle nous dit, on voit combien il se trompe et surtout comment il se trompe, avec les faux positifs ou les faux négatifs. Soit on recommence jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Une fois qu'on est satisfait, on a des nouvelles données qui nous arrivent et puis on les donne à notre modèle et il nous dit à 80, à 70% ce qu'il pense que c'est. Donc on a vraiment une espèce de boîte noire. Et on a réellement besoin de pouvoir sortir de ce modèle-là et de comprendre qu'est-ce qui a donné. On ne veut pas juste savoir si c'est une étoile ou un triangle. On veut savoir qu'est-ce qui a mené à cette décision. C'est d'autant plus le cas quand on utilise des random forests. Voilà. Donc un petit peu une rapide explication de ce que c'est que les random forests. Ici, tous les points, c'est de nouveau mon jeu de données. Donc il faut s'imaginer que chaque point, c'est un vecteur avec l'ensemble des caractéristiques plus ce qu'on essaye d'apprendre. Ce qu'on va commencer à faire quand on va faire une random forest, c'est qu'on va prendre un sous-ensemble de ce jeu de données. Et avec ce sous-ensemble, on va créer un premier arbre. Ensuite, on va reprendre un autre sous-ensemble aléatoirement, d'où le nom random forest de données. Donc il va y en avoir qui seront communes avec le cas précédent et d'autres qui ne seront pas communes. On va créer un autre arbre avec ces données-là. Et on va faire ça autant de fois que nécessaire. Donc ça, c'est une première partie. Maintenant, pour choisir les nœuds, chacun de ces arbres ici, c'est un arbre de décision. Donc, quand vous faites un arbre de décision classique, vous avez l'ensemble des caractéristiques. Vous calculez ce qui se passe quand vous choisissez chacune des caractéristiques et vous choisissez celle qui vous répartit le mieux les échantillons à un moment donné. Ici, on va faire la même chose, mais pas avec l'ensemble des caractéristiques. On va choisir un sous-ensemble de caractéristiques, ici les rouges, et on va choisir la meilleure parmi les rouges. Donc on garde le même principe qu'un arbre de décision, simplement on ne prend pas toutes les caractéristiques. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir des arbres qui sont différents et ça nous permet aussi de pouvoir éliminer parfois certaines caractéristiques qui sont a priori très intéressantes au début mais qui mènent à des arbres pas très bons. Donc on fait ça plusieurs centaines de fois, on peut avoir jusqu'à 500 arbres des fois. L'avantage des random forests, c'est que plus on augmente le nombre d'arbres, plus on converge. On ne redescend pas derrière, on sait qu'on converge. Après, il n'y a plus d'intérêt à rajouter des arbres, mais en tout cas, on sait qu'on converge vers le meilleur résultat possible. Donc ça, c'est la technique qu'on utilise. Et donc on imagine bien que quand on a plusieurs milliers de caractéristiques et plusieurs centaines d'arbres, l'explicabilité, elle est d'autant plus importante. Donc on a eu besoin d'avoir des outils qui nous aident à ça. Donc il y en existe pas mal, vous voyez, j'ai mis des copies d'écran, des articles qui citent des représentations, mais le problème c'est que il y a des choses qui sont bien scientifiquement, mais si on donne ça notamment à nos responsables de formation à l'université, ils vont nous regarder avec des yeux comme ça en disant ça je ne peux rien en faire. Donc on a eu le besoin de pouvoir créer notre propre représentation des forêts qui permettent notamment d'avoir cette vision utilisateur final pour qu'ils puissent en ressortir quelque chose. Donc, on a eu besoin de visualiser à différents niveaux, au niveau de la forêt et de l'arbre, parce qu'on est aussi, nous, en recherche d'améliorer notre modèle, donc on a aussi besoin que cette visualisation, elle nous aide, nous, les scientifiques, pour pouvoir comprendre le modèle et l'améliorer. Et puis, on a besoin aussi d'une représentation au niveau échantillon et variable. Et surtout, ce qui nous tenait à cœur, c'est donc ce que je viens de dire, c'est qu'on voulait à la fois parler aux experts des random forests pour comprendre le modèle, mais aussi à l'utilisateur final pour qu'il puisse en sortir quelque chose.
Voilà, et la visualisation simple et interactive. Donc on est parti sur du D3JS avec du JavaScript qui permet d'avoir quelque chose d'assez souple. Alors juste un petit mot sur les données qu'on utilise qui vont être présentées dans l'outil derrière. Donc on a un projet d'apprentissage de la réussite des étudiants dans le supérieur à partir des informations du lycée qu'on récupère avec Parcoursup. Donc les notes de l'élève au lycée et les commentaires dans les bulletins. On associe ça à la fin du premier semestre aux notes qu'ils ont obtenues à l'IUT, parce que moi j'enseigne à l'IUT, donc on a pris comme données de classe tous les départements de notre IUT à Nice. On a évidemment anonymisé, donc ça a été 6 ans de dur labeur pour avoir le droit de faire officiellement ça pour respecter la RGPD. Donc maintenant ça va, on est carré, on est bien, on ne peut plus en discuter. Donc on met tout ça ensemble, nous on récupère un jeu de données anonyme, donc pour bien... Là, si vous zoomez, vous verrez qu'il y a des prénoms, mais on n'a plus rien du tout de tout ça. Et donc, on apprend avec notre modèle. Donc, quand on arrive sur notre outil de visualisation, ça c'est un projet de stage master, donc c'est un petit peu dans son jus, il faut encore l'améliorer visuellement, mais au moins c'est une preuve de concept que ça fonctionne. Donc, on a le choix de toutes les formations qu'on peut avoir pour le moment. Et quand on choisit la formation, donc on va arriver sur un nouvel outil, sur une nouvelle page, qui représente ici les échantillons. Donc ici, ce sont les échantillons du jeu de test qui nous sont affichés. Chaque élément ici, c'est un des arbres de la forêt. Alors là, la représentation va changer parce que c'est pas très... Je trouve que c'est pas forcément la meilleure des façons. Le petit carré en dessous, ça indique si l'arbre s'est trompé ou pas. Donc si c'est vert, ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé, qu'il a donné la bonne prédiction. Et donc au-dessus, c'est la prédiction. Donc il y a beaucoup de redondance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bonne prédiction ici, et ensuite si l'arbre s'est trompé ou pas. Ça ne sert à rien de répéter là derrière. Mais bon, dans le principe, on a ça. Donc chaque élément, verticalement, on voit donc tous les arbres. Sur un échantillon, on voit des échantillons qui sont facilement classifiés, donc qui ne posent pas de problème. On voit ceux qui posent problème. Donc dans notre cas, des étudiants où on ne sait pas si... on se trompe s'ils réussissent ou pas, donc pour un responsable de formation, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir aller voir plus précisément pourquoi cet élève-là a posé souci. Si on s'approche d'un arbre, on peut du coup passer à la représentation suivante. Donc ça, c'était la représentation des échantillons. Si on clique sur le petit œil, on arrive à la visualisation de l'arbre. Donc là, c'était trop gros pour que je mette tout sur un transparent. Mais donc on a les caractéristiques, on a en surbrillance le chemin qui a été suivi pour cet étudiant, pour cet arbre-là. Voilà. Ensuite, si je reviens en arrière, quand on va dans Forest Visualisation, donc dans le deuxième onglet, on a aussi la possibilité de récupérer les caractéristiques par ordre d'importance. Donc ça aussi c'est intéressant dans notre cas quand on essaye de faire un classement dans Parcoursup pour savoir si on veut des étudiants ou pas. Nous, on s'intéresse aux maths, au français, à l'anglais, à d'autres caractéristiques, mais on ne sait pas après tout si c'est intéressant ou pas. Là, on a dans le modèle qui a été créé, par ordre d'importance décroissante, les caractéristiques qui ont le plus influé sur la décision finale. On peut choisir les plus importantes, les moins importantes, on peut classer avec combien on en veut. On a des moyens de trier un peu tout ça. On a aussi la visualisation côté forêt. Donc là, c'est tous les arbres de la forêt classés dans 3 colonnes. Les très bons arbres, les moyens et puis les moins bons. En dessous des couleurs, c'est les 2 classes à prédire. Et puis les nœuds à l'intérieur, c'est donc les caractéristiques qui ont été choisies à un moment donné dans l'arbre pour pouvoir naviguer dedans. Et donc pareil, si on clique sur un des arbres avec le petit œil, on va récupérer la visualisation qu'on a eue tout à l'heure. Donc ce que je vous disais, on peut récupérer les caractéristiques, la meilleure, la moins bonne. Ici, je ne l'ai pas mis, mais si on récupère, on peut choisir une caractéristique et essayer de voir où est-ce qu'elle apparaît dans les arbres. On peut aussi dire, regardez les moins bons arbres, quelles sont les caractéristiques qui sont principalement dedans, etc. Ici, j'ai choisi, c'est pas très... Elle est en jaune fluo, donc c'est cette caractéristique-là. Pour le moment, elle apparaît que là. Donc après, je ne pouvais pas tout apparaître dans l'écran, mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. Donc on a donc une visualisation qui est relativement simple et intuitive.
qui peut être à différents niveaux, et surtout pour différentes personnes, c'est vraiment ça qui nous tenait à cœur. Actuellement, c'est en cours de déploiement au niveau de toute l'université à Nice pour pouvoir prévoir, en tout cas redonner aux responsables de formation des informations, notamment avec STAPS. On a une collaboration avec eux. Ils ont énormément d'abandon au bout de 3 mois. Donc ils ont vraiment besoin de comprendre pourquoi leurs critères de sélection ne vont pas. Donc avoir un retour dessus, ça leur permettrait de s'améliorer. Voilà. Il y a d'autres choses qu'on aimerait faire aussi. Indépendamment à court terme des choses, rajouter des scores, améliorer la visualisation, comme je l'ai dit. Ce qu'on aimerait vraiment faire, c'est qu'on a la forêt maintenant, on a les plus mauvais arbres, on aimerait pouvoir dire ces arbres-là sont vraiment très mauvais, on les supprime, je les sélectionne, je les supprime et j'en crée des nouveaux qui apprennent un peu mieux. On a déjà fait une mise à jour d'une forêt sur du texte, mais pas avec l'interaction de la visualisation, donc ça c'est un travail à plus long terme qu'on veut mener. Voilà. Donc, je ne peux pas vous montrer la démo, elle est sur mon ordi, mais je peux la montrer après. Merci. Merci à vous. J'ai une question par rapport à l'ordonnancement des caractéristiques. Peut-être j'ai mal compris, mais donc, il y a certaines caractéristiques. Enfin, il y a une caractéristique qui est choisie et on va essayer. Je n'ai pas compris en fait. Ça ça c'est dans les modèles. Comment elle fait le calcul en fait pour déterminer si une caractéristique est importante ou pas? Ça c'est quelque chose qui est redonné à partir des modèles. On a le Random Feature Importance, le Feature Importance qui donne le score en fait, qui calcule le score, celle qui revient le plus souvent dans les arbres. Je ne sais pas exactement comment ce score est calculé, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on récupère de pas mal de modèles maintenant. Ouais. Est-ce que du coup ça prend en compte que les caractéristiques des notes ou des choses comme ça, mais ça prend Alors ici dans cet exemple-là oui, par contre dans le travail qu'on a, parce qu'on n'a pas intégré la dernière partie de la thèse, on l'a coupé en 3, c'est-à-dire que la première année on a regardé que les notes, on a fait un modèle. La deuxième année on a mis de côté les notes, on a regardé que les commentaires, et là on s'est rendu compte qu'on apprenait aussi bien, ce qui était un petit peu une surprise pour moi. Donc en fait, sachez-le, si vous recrutez en regardant les commentaires, ça suffit pas. Bref. Et la troisième année, on a des modèles différents, on a essayé différentes choses pour associer les deux. Donc là, dans cet exemple, il n'y a que les notes, mais globalement, on a tout ensemble. On n'a pas la lettre de motivation encore, parce que c'est un texte un peu plus long, donc c'est d'autres techniques qu'on va utiliser. Par contre, on a les commentaires qui sont pris en compte. Moi, j'avais une question. Ok. Du coup, par rapport au cas d'application, là, avec Podback ou on essaie de prédire quoi exactement? On essaye de comprendre, est-ce que les critères est-ce que la scolarité du lycée peut nous permettre de savoir s'ils vont réussir ou pas. L'idée, c'est pas de faire du recrutement automatique. Voilà, parce que ça, je me suis fait taper sur le doigt à l'université. Même si j'ai précisé, j'ai bien dit que je voulais pas le faire, mais ça a fait peur à tout le monde. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps pour avoir le droit de le faire. Mais l'idée, c'est de dire, nous, typiquement en info, on regarde les maths, l'info, le français, l'anglais, et on se rend compte que le classement qu'on a à l'issue de Parcoursup, il n'a rien à voir avec le classement à la fin du premier semestre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé ce projet. Donc du coup, l'idée, c'est de dire, ok, on a recruté des gens, avec nos critères quels qu'ils soient. Je regarde à la fin du semestre comment ils ont réussi ou pas, et comment le modèle est capable de me sortir finalement les caractéristiques qui auraient pu me conduire à cette information-là. Là, dans ce que j'ai pas dit, parce que c'est pas le propos, quand on a Parcoursup, on a la note de l'étudiant, la moyenne de la classe, la note la plus basse et la note la plus haute pour chaque matière, pour chaque trimestre. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute plein de métriques. On calcule combien de fois sur un trimestre l'élève a eu au-dessus de la moyenne de la classe, combien de fois il a la meilleure note, la plus mauvaise note. Quel est l'écart sur un trimestre entre sa meilleure moyenne et sa plus basse moyenne. On calcule plein de choses comme ça et on les fait varier dans le temps. Donc on se retrouve avec 4000 caractéristiques, c'est pour ça qu'il y a des noms un petit peu bizarres ici. Donc on a 4000 caractéristiques qu'on a, numériques, qui permettent intuitivement de comprendre aussi la trajectoire, c'est-à-dire premier trimestre il avait 3 notes au-dessus de la moyenne, le dernier trimestre il en a eu 5, donc il y a une notion de progression, donc ça on l'intègre aussi. Voilà, il y a tout ça, et donc indépendamment de juste les notes brutes, on a besoin aussi de savoir si ces choses-là, on peut les calculer, et ça peut avoir du sens d'en tenir compte, en tout cas quand on fait pour mieux recruter. Voilà.
commentaire, comment ça se passe? Vous avez des mots-clés particuliers que vous cherchez à trouver ou pas? Alors on a fait ça d'abord et ensuite on a fait de l'analyse de sentiments et de la gestion des aspects. C'est-à-dire qu'on transforme les commentaires avec, en regardant l'aspect comportement, l'aspect travail, l'aspect motivation et ça donne un score. Et donc on transforme ça en nom. Je sais pas si on a un peu de temps. Moi, ouais, vous avez regardé. Alors moi, j'ai plein de questions. Je trouve ça super intéressant. Donc ouais, les scores là, ils sont obtenus par gain d'information. En fait, on regarde le gain d'information en fonction de la mesure d'entropie qu'on choisit. Et voilà. Et donc c'est ça qui donne en fait le pouvoir discriminant d'une variable. C'est pour répondre à la question de tout à l'heure. Et du coup, vous avez regardé un peu l'influence de changer l'entropie. Pas encore. On peut changer. On peut mettre Gini. On n'en est pas là. Ouais. Non, ouais. on n'en est pas là encore. Non. Et c'est justement ça qu'on aimerait pouvoir faire. Et les arbres, ils sont élagués. Chercher le mot français. Enfin, est-ce qu'ils sont, Non, ils sont pas très grands en hauteur et ouais. ils convergent assez vite, donc on n'a pas besoin de les élaguer. Ouais, donc il n'y a pas besoin de les élaguer. Et j'avais une autre question. Du coup, vous avez regardé si on pouvait faire du clustering des poids obtenus sur chacun des arbres pour voir s'il y a des arbres qui travaillent pareil en fait et des arbres qui travaillent pas pareil. Encore non. Et puis après, je sais pas. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse effectivement. Ouais, je pense qu'après, du coup, c'est plus facile d'aligner la connaissance d'un prof en disant, bah moi, je pense que c'est ça, 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 et en fait, on regarde s'il y a des arbres qui correspondent, s'il n'y en a aucun déjà. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais... Ouais, moi, ça m'intéresse, je veux bien le logiciel, mais pas pour mes étudiants, bien sûr. Bien sûr. Juste purement scientifique. C'est purement scientifique. Il y a une question, je crois. Est-ce que vous avez fait des modèles différents pour chaque filière? Oui. On est obligé d'avoir un modèle pour chaque filière. Et là, on est sur du binaire oui-non. Donc en dessous de 10, au-dessus de 10. Évidemment, il faut aller plus finement. Il faut avoir plus de classes. Pour le moment, on voulait vraiment voir si ça fonctionnait. Et dans l'idéal, moi, ce que j'aimerais, c'est travailler au niveau des UE. Parce que ça aurait plus de sens là. Donc après, multiplier les modèles, c'est pas très embêtant. C'est juste une question d'organisation. Ouais. Et la deuxième question, quand on est dans une filière, on imagine que, par exemple, en informatique, tous les étudiants vont avoir des notes pas trop mauvaises en maths, informatique, etc. Et du coup, on va avoir des étudiants qui sont très rapprochés dans le classement, les notes possibles dans cette zone-là. Est-ce que ça risque pas de les faire apparaître comme moins importantes si elles le sont effectivement le modèle? Effectivement, comme on a toutes les matières, du coup, elles ont la même importance que les autres. Ouais. Ça, on n'a pas fait. Effectivement, je ne sais pas si ça jouerait de mettre des poids. Là, pour le moment, c'était vraiment est-ce qu'il y a des... On voulait vraiment savoir s'il y avait des critères qui nous échappaient. En fait. Et sur certains modèles, il y a des choses très rigolotes. Il y a par exemple la note de sport du deuxième trimestre de première qui ressort dans les tout premiers. Donc ça doit être un effet de bord, j'imagine. Mais du coup, on s'est dit, bon, ok, le sport, pour faire GEA, on ne comprenait pas bien. Mais voilà. Il y a des choses bizarres encore qu'il faut qu'on comprenne. Oui. Dans le ranking des variables que vous avez introduites dans le modèle, est-ce que vous avez introduit également une composante spatiale en localisation? Non, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé la donnée du lycée par des données qu'on a officiellement, c'est-à-dire que au niveau du ministère, chaque lycée a un score pour savoir combien il augmente les capacités de ses élèves, le nombre de mentions, très bien, le nombre. Donc on a objectivé, entre guillemets, les notions du lycée avec ça. Et alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 groupes d'informations qu'on a rajoutés, donc les données du lycée, les données métriques que je disais, combien de fois il y a la moyenne au-dessus de la moyenne de la classe, et ces mêmes données qui évoluent dans le temps, et on les a insérées les unes après les autres pour savoir lesquelles avaient de l'importance. Les données du lycée n'ont pas vraiment beaucoup amélioré les choses, mais c'est normal, c'est qu'il y en a très peu. Donc comme on pioche au hasard les caractéristiques et qu'on en rajoute très peu, elles ont moins de poids du coup sur l'amélioration. Mais on les rajoute ça, oui. Parce qu'on sait très bien qu'effectivement, un 12 dans un lycée, ça vaut un 16 dans un autre. Et ça, on a besoin de le prendre en compte. Ouais. Oui. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question. Merci.